Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de l'état des lieux. Aujourd'hui, on reçoit Caroline Lameau-Dupont. C'est dans cet ordre-là ? C'est dans cet ordre-là, j'ai encore du mal à m'y faire, mais oui, c'est dans cet ordre-là. Et Caroline est la fondatrice d'Anaxago, qui est, si on a besoin encore de le repréciser, l'acteur leader du crowdfunding immobilier et venture capital. Vous crowdfundez à peu près tout ce que vous trouvez, quelle que soit la classe d'actifs, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu n'as pas crowdfundé ? C'est une bonne question, ça. Il y a un truc que j'aurais adoré crowdfunder, c'est les voitures de collection. Ouais. C'est marrant, c'est une classe d'actifs qui revient souvent, étonnamment. Chaque fin d'année, on interroge les clients sur ce qu'ils ont envie d'avoir l'année prochaine, dire on aimerait bien des voitures de collection. Et on l'a fait, on a crowdfundé une école qui forme des gens qui forment des mécaniciens pour rénover des voitures de collection. Mais on n'a pas crowdfundé des voitures de collection. Via Anaxago, tu as crowdfundé une école, d'accord. C'est peut-être l'occasion de rappeler ce que c'est qu'Anaxago pour le peu de gens qui ne connaissent pas encore. Volontiers. Alors, effectivement, Anaxago, on s'est lancé en 2012 sur, à l'époque, ce qui était hyper en vogue, le crowdfunding. Kickstarter cartonné aux US. Kickstarter, ça existe encore ? Ça existe encore. Mes associés, Joachim et François, en fait, cherchaient une idée pour se lancer et pour créer... voulaient entreprendre et créer une boîte. Ils ont eu plein d'idées. Ils ont voulu recréer Facebook. Bon, on était en 2011. Facebook avait déjà 7 ans. Ils ont voulu créer un restaurant mexicain, mais c'était pas fort en cuisine ni l'un ni l'autre. Et puis ensuite, on fait une étude sur les méthodes de financement alternatives. D'accord. Donc forcément, ils voient qu'il y a Kickstarter, que ça cartonne, et sauf que tout le monde se dit c'est sympa, mais en fait, filer du fric contre un tote bag et des bisous, il y a un moment, il vaut mieux être actionnaire. Tu vois, confère... Oculus Rift qui avait levé 2 millions de dollars en quelques heures, qui a été racheté par Facebook 7 mois après. Et tu t'es retrouvé avec 565 backers qui attendent encore, je pense, leur Oculus Rift. D'accord. Qui n'a pas été produit. Ouais, ils ont reçu quoi, eux ? Je crois qu'ils ont reçu la possibilité d'acheter un produit développé après coup, différemment. Ouais. Ils ont été actionnaires, ça changeait tout. Même si tu avais mis 10 dollars, en fait. Je me rappelle plus de la valo d'Oculus à l'époque, mais... Il y avait vraiment un sujet de ce côté-là. Au même moment, tu avais une zone un peu grise en France sur l'appel public à l'épargne qui te permettait de faire appel à moins de 150 personnes. Moins de 150, c'est ça ? C'était moins de 150, je crois, ouais. Ok. Ou moins de 100 personnes, je sais plus. Et donc, on se lance là-dessus. Vraiment en se disant, nous, on veut créer une boîte qui te permet de devenir actionnaire du prochain Facebook. Et donc, ça suppose de sourcer les bons projets, de sourcer les investisseurs... Donc c'était un peu utopique au départ. Hein. Et surtout que tu avais quel âge à l'époque ? Enfin, tu étais où ? Alors on avait tous les trois 22 ans, on était étudiants, on s'est rencontrés à Dauphine. On a lancé la boîte, il nous restait... quand on a déposé les statuts, il nous restait je crois un semestre d'études. Donc un semestre pour faire nos preuves et se dire ça vaut plus le coup de rester dans cette boîte que d'aller chercher un taf. C'est ambitieux de se lancer dans l'entrepreneuriat avec un fonds de crowdfunding venture alors que tu n'as jamais mis les pieds dans une entreprise, quoi. Ouais. À 22 ans. C'est un peu ça. C'était, alors nous, on était en apprentissage. Donc, okay. Tu vois, moi, j'ai bossé en banque privée. Joachim était chez Lazare. François, il était dans la banque d'investissement du Crédit Agricole. Donc, on avait un petit peu touché du doigt. Un vernis Voilà. Mais on n'avait pas du tout, effectivement, ce qui fait toute la valeur d'un venture capitaliste, c'est les cheveux blancs. De s'être déjà pris des paumes, d'avoir investi pendant plusieurs années, de connaître son marché. Et tout le monde nous l'a un peu dit en disant les gars, c'est réglementé, c'est ultra compliqué, vous allez avoir vachement de mal. Mais il y avait aussi, le monde était différent c'était très beau comme phrase ça. Le monde était différent il y a voilà, le monde d'hier. T'avais beaucoup moins d'argent disponible pour les entrepreneurs. Lever des fonds auprès d'un fonds d'investissement, ça prenait 6 mois. C'est-à-dire que tu mettais 6 mois de topé dans la main et ensuite tu commençais à discuter des termes de la term sheet. Ok. Donc potentiellement, tu n'allais pas au bout, en fait. C'était ça la vérité. Les plateformes de crowdfunding comme la nôtre, tu te mettais d'accord sur la term sheet et tu allais lever des fonds auprès des investisseurs de la plateforme. Ah, d'accord. Voilà. Et on se donnait 3 mois. Si au bout de 3 mois, ça ne marchait pas, ça marchait pas. Et donc, on se lance. On fait développer la plateforme en Belgique. Parce que Joachim devait avoir passé un peu de temps à l'étranger pour valider son diplôme. Donc bon, la Belgique, très bien. D'accord, hyper international. Voilà, très, très, très. On s'est fait une petite dette technique à cette occasion. Ah oui, je connais, ok. Tu connais ? Ouais, vous avez la fait dette ça aussi technique, bah ouais, c'est quand t'as tes premiers devs qui sont pas ultra seniors et qui codent n'importe comment et tu dois tout refaire au bout de 1 ou 2 ans. Voilà.
Ou alors, quand tu dis ça coûte trop cher, on gérera avec Excel. Et comme ça, je pense qu'on a géré 3000 transactions via Excel Ouais, avant de. c'est toujours le cas, donc n'en parlons plus. Ouais, Et donc, on se lance. Et franchement, c'est prometteur, tu vois, parce que on fait du call, on prend les annuaires de nos écoles respectives. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai changé, je suis en école de commerce, parce que j'étais pas assez bonne pour faire la 5e année à Dauphine. d'accord. Donc, je passe les concours transverses et j'ai une école parisienne. Donc, on récupère les annuaires. Classique. Voilà, calling. Spam, ouais, ok. Un mec qui menace de nous dénoncer à la CNIL, c'est pas possible. Non, non. Moi, on chope quand même nos 1500 premiers inscrits Ouh. avec ça. Ah ouais, Ah ouais, bah on a beaucoup appelé. ok. Ok. On a beaucoup passé de coups de fil. Donc le truc commence à monter. Et là, ça faisait 4 mois, je crois, que la plateforme était en ligne. On reçoit un courrier de l'AMF en disant, les gars, ce que vous faites, ouais, c'est complètement illégal. Oh, non, c'est pas complètement illégal. Ils le disent pas comme ça parce qu'ils sont quand même, ils sont sympas, l'AMF. Mais ils te disent, on a l'impression que ce que vous faites, c'est interdit. Et D'accord. c'est a priori passible de 400 000 € d'amende per personne et plus de 5 ans de prison. Et toi, en prison, tu survivrais pas. Si, moi, je pense que les gens seraient gentils avec moi en prison. Mais, D'accord. mais je pense que mes associés un peu moins. Ok. Et là, mais tu vois, genre, on avait mis toutes nos économies, c'était 20 000 € dans la boîte, l'argent du chômage en fait. Et on se dit, putain, c'est la merde, vraiment, comment on va faire Et en fait, à ce moment-là, tu avais pas mal d'acteurs du crowdfunding. Il y avait KissKissBankBank, qui est une très très belle marque encore aujourd'hui. Et plein de petites plateformes qui se parlaient sur un Google Group ouvert. En disant, si, on en a gros Ok. contre l'AMF, mais qui se coordonnaient pas. Donc on a créé l'association professionnelle du secteur. Ah bon? Ouais, qui s'appelle Financement Participatif France, qui existe encore aujourd'hui, Ok. que mon associé a présidé, François, pendant 2 ans. Ok. Et pendant 2 ans, on a bossé main dans la main avec le gouvernement, les régulateurs, pour créer le statut de conseiller en investissement participatif. Non. Si. C'est vous qui avez créé ça via C'est l'assaut? nous. Ouais, Incroyable. c'est nous qui avions créé ça. Et en 2 ans. Et la France a été le premier pays du monde, vraiment du monde, à ratifier un statut dédié aux plateformes de crowdfunding. C'est-à-dire Wow. qu'aux États-Unis, ils avaient signé des textes qui permettaient d'envisager le développement d'un statut, mais le lobby bancaire et le lobby des investisseurs s'est réveillé beaucoup plus tôt aux US. Ouais. En France, le lobby bancaire a été très solide aussi. Les intermédiaires de financement participatif sur la partie prêt, ils ont creusé des brèches dans le monopole bancaire au fur et à mesure, mais ça a été plus long. Aux US, ça a été coupé direct. Alors qu'en France, en 2014, Fleur Pellerin est premier statut. Et donc là, on respire. Ouais. On n'avait plus cette épée de Damoclès au-dessus du crâne. La boîte commençait à marcher. On collectait un peu. On a dû collecter 100 000 € la première année, 2 millions la suivante, 7 la suivante, puis 15, puis 30. Et là, on va faire un peu moins de 200 millions de collecte cette année. Et on s'est diversifié dans l'immobilier en 2014. D'accord. Donc vous avez fait 2 ans de venture et Ouais. après IMO. Ok. 2 ans de venture, puis au même moment, donc le paysage de l'investissement venture devient celui qu'il est aujourd'hui, donc énormément d'argent disponible, les valos explosent, ça devient ultra concurrentiel, ça va hyper vite, donc difficile pour des plateformes comme les nôtres de se positionner. Et à ce moment-là, avant ça, t'as un promoteur qui vient nous voir, un mec de Montpellier, et qui m'explique, on était dans le bar d'un Novotel, je me rappelle, parce qu'on n'avait pas de bureau, je ne pouvais pas recevoir les gens, qui m'explique que les Français adorent la pierre, et que vraiment, l'immobilier pourrait cartonner en crowdfunding. Je dis, ouais, ok, bon. Il m'explique comment marche une société de construction-vente, comment les flux, comment est-ce qu'on peut, avec les mêmes instruments qu'on utilise aujourd'hui pour le venture, on peut investir dans l'immobilier. On met 6 mois à structurer le dossier. Ça rentre en collecte, je pense, en octobre 2014, et le mec lève 1,8 million en moins de 40 jours. Sur ta plateforme. Sur ma plateforme. Et à l'époque, c'était énorme. C'est resté Ouais. très longtemps le record des montants levés. Et juste pour expliquer à notre auditoire, 1,8 million, c'est quoi? C'est son apport ou c'est l'ensemble de l'opération? Ça correspond à quoi dans le projet? C'est à peu près 10%, 10% des... c'est une partie des fonds propres, en fait. Non, Parce c'est que- 80% des fonds propres. D'accord. Et lui, ensuite, apporte 20% des fonds propres restants et va chercher de la dette par-dessus. Juste Ouais. pour Ouais. clarifier pour ceux qui ne connaissent pas, Ouais. il a un projet à 100, la banque lui prête 80, Ouais. et lui, c'est un peu Cosette, il a que 2 sur son compte, et il va chercher 18 chez vous. C'est ça. Un truc comme ça. Ou peut-être qu'il a 4, il va chercher 16. Il va chercher en fait chez nous, pourquoi? Parce que en fait à l'époque nous on adressait une branche très particulière de la promotion, les gens qui étaient en croissance.
D'accord. Et donc en fait, leur apporter une partie des fonds propres sur les opérations, eux leur permettaient de dispatcher ce qu'ils avaient en fonds propres Ouais, sur un certain nombre d'opérations. Et donc au lieu d'en faire une ou deux, ils en faisaient 4, 6 incroyable, par je an. comprends, d'accord. Parce que les promoteurs, leur denrée rare, c'est le cash. Ah, exactement. C'est le nerf de la guerre. Et donc, si tu leur fournis une grande partie du cash, ils peuvent multiplier les OP et croître. Ok. Voilà. Et en fait, voilà, on fait ça et ça cartonne. On fait beaucoup de promotions, beaucoup de logements. On a fait beaucoup de logements sociaux avec un promoteur en particulier qui est resté longtemps partenaire. Et, et puis ensuite, on a diversifié un petit peu sur la partie immobilier. Maintenant, on fait beaucoup de marchands de biens. On achète quand même. Maintenant, on fait de l'investissement majoritaire. C'est-à-dire qu'on achète, nous, des immeubles dans Paris qu'on fait rénover par des asset managers exploités, puis qu'on revend à des investisseurs. Donc, toi, tu es marchand de biens via Anaxago? Via Anaxago Capital, plutôt la société D'accord. de gestion qu'on a créée entre-temps. Et ça permet à nos investisseurs de s'offrir un bout d'immeuble dans le 17e arrondissement, dans le 3e. Là, on vient d'acheter un très joli immeuble rue Saint-Martin. Et tu as accès à de la dette via Anaxago Capital? Ouais. Alors, c'est via Anaxago Capital ou via l'asset manager qui est associé dans le projet. Ok. Voilà. Donc, promotion immobilière, marchand de biens, Ouais. c'est les deux types d'opérations que tu fais en attendant les voitures de collection, c'est ça? Alors je fais ça, et ça c'est vraiment les produits parce que Anaxago il a un statut un peu particulier, on est producteur de services, enfin producteur, distributeur de Ok. services et de produits financiers. Donc ça c'est ce que nous on crée en interne. Ouais. Et aujourd'hui on fonctionne aussi un peu en architecture ouverte, puisqu'on distribue des SCPI sur la plateforme. On cherchait en fait des produits qui apportent une rémunération plus régulière, parce que nous c'est du remboursement in fine pour Ouais. tous nos investisseurs. D'accord. Donc, tu payes à la fin du projet, Ouais. c'est-à-dire dans 2, 3, 4 ans, C'est ça. C'est alors ça. que les gens aiment bien recevoir leur argent tous les mois. Je pensais, mais en fait, nous, notre type de clientèle n'est pas trop gêné par cet in fine. Puis en fait, les performances sont pas mal, parce que je crois qu'on sert un peu plus de 9% par an depuis 5 ans à nos investisseurs. Donc, a priori, ça se passe plutôt bien. Mais on trouve qu'il y a des SCPI très cool à distribuer qui sont sur des tendances de marché hyper importantes. On en a une dans le résidentiel durable. Le mec est un ayatollah des Du critères. RSE. Ah ouais, mais c'est génial ce qu'il fait. C'est vraiment C'est génial. quel SCPI? Il s'appelle Kianeos. Kianeos. Ouais, C'est Kianeos. ambiance Grèce antique, j'aime beaucoup. Ah oui. Oui, Ah Kianos, oui. ça devait être un dieu dans l'Antiquité Ah, grecque. probablement. Peut-être un cousin de Mastéos et d'Anaxagore. Probablement. Mais il fait des trucs très cool. Et puis avec vraiment le bien-être du locataire en tête. Il réfléchit à tout, tu vois, même aux produits qu'il va utiliser en isolant. Je crois qu'il isole avec du chanvre, un truc comme ça. Enfin, c'est hyper intéressant. Et nous, on adore ce type de positionnement Thématique. un peu fort. Ouais. Voilà. En disant, je fais un truc, je le fais à fond. On a des SCPI dans la santé, sur les résidences seniors. Franchement, en fait, on a pris les 150 SCPI du marché, on a sélectionné 4, les 4 qu'on trouve ouf, Ah ouais. et on les distribue. Donc ça veut dire que la collecte de ces SCPI passe par vous. Ouais. Ok. Mais c'est pas une grosse partie de notre activité. En fait, on a ouvert cette architecture en disant, on va... Avec les startups, on couvrait peut-être 0,02% du patrimoine de nos clients. Avec l'immobilier non coté, on va toucher peut-être 5%. Et comment on fait pour toucher une plus grande partie, vu que déjà on fait du conseil en gestion de patrimoine via notre filiale Anaxago Patrimoine, avoir les produits à leur proposer directement. On ne veut pas en avoir trop. On essaye d'avoir des choses qui sont en lien avec notre ADN, qu'on est fier de distribuer. Parce que là, c'est pas mal. T'as start-up, promotion immobilière, marchand de biens, SCPI, Ouais. Je fais un peu... école de mécaniciens. Ouais, ça Quoi c'est de bonnes d'autre startups. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, dans les startups, on a restreint, on fait essentiellement de la santé. D'accord. Ça marche parce que ça parle en fait à nos investisseurs. On a eu notre première IPO il y a 3 semaines d'une boîte qui faisait Pourquoi pas? Ok. un médicament d'urgence contre les AVC qu'on a suivi depuis le début et qui s'est introduit en bourse à Paris il y a quelques semaines. Donc un joli succès. On faisait de la fintech pas mal au début. On avait investi dans Payplug qui a été racheté par Natixis. On connaissait bien le secteur. On a financé Anaxago. C'est-à-dire? On a levé des fonds via la plateforme. Ah, d'accord, pas Oui. mal, pas Ouais. bête. Ok. C'était bizarre de les voir ailleurs. Ouais. Mais on a levé des fonds via la plateforme. Un petit ticket de 100K en janvier 2013. Et on a levé un peu moins de 2 millions en juillet 2014. Je m'en rappelle, parce qu'on a lancé la levée de fonds le jour de mon anniversaire.
c'est le 27 juillet, donc c'est pas le jour idéal pour D'accord. lancer une levée de fonds. Et ça a collecté assez vite, je crois que 48 heures plus tard, on avait les sous. Ouais, 2 millions en 2013. 2014, ouais. 2014, c'est l'équivalent de 20 millions aujourd'hui. Hein. Voilà. On précise un peu, ouais, pour mettre Oui. les choses dans leur contexte. Même avec 100K, je crois qu'on avait fait la une de French Web à l'époque. je pense qu'aujourd'hui, tu lèves 100K, les mecs, ils te répondent pas, tu vois. Même si tu lèves 1 million, ils te répondent pas. Hein. D'accord. Et ben voilà, non, j'ai été hyper longue, mais en gros, c'est l'histoire d'Anaxago. Aujourd'hui, on est une soixantaine. On a construit un truc qui a, je crois qu'on a 9000 clients, 9000 clients maintenant, qui sont investisseurs. Le client, une fois qu'il a investi une fois, il a envie de réinvestir, parce qu'il y a un vrai conseil, une vraie transparence, tu vois où va ton argent. En toute modestie, hein, je pense qu'on est en train de devenir une alternative à la banque privée. On le voit aujourd'hui, les gens de notre âge, la moquette épaisse et les fauteuils Louis XV, ils en ont un peu rien à foutre. En revanche, les produits rémunérateurs, même si tu n'as pas trop envie de gérer ton portefeuille, il y a des gens qui te conseillent. Franchement, c'est top. Mais même au-delà de ça, j'ai l'impression que vous avez créé un univers Ouais. dans lequel on a envie de se projeter. Enfin, je veux dire, il y a un élément culturel à votre succès qui est assez intéressant. Ouais. Ça parle, quoi. T'es biaisé parce que c'est Anaxagore. Ouais, Non. peut-être. Non, j'avais une autre question sur les startups, Dis-moi. parce qu'on est tous les deux du coup dans l'entrepreneuriat, et toi, tu investis dans des boîtes. Qu'est-ce que tu regardes en premier dans une startup? C'est quoi les critères qui sont prioritaires quand tu regardes un dossier? Tous les investisseurs regardent un peu la même chose, ils regardent l'équipe, le marché, la possibilité de croissance. Après, moi, en tant qu'investisseur, je suis très biaisée sur la partie humaine. Je regarde essentiellement l'équipe. D'accord. J'ai toujours fait ça. Au tout début d'Anaxago, quand on finançait encore beaucoup de startups, moi j'allais les filmer dans leurs locaux, faire la petite vidéo de promotion, et en fait j'en profitais pour traîner à la machine à café, discuter un peu avec tout le monde. Je trouve que des gens bien organisés, des gens malins, bien organisés, exécuteront toujours mieux une mauvaise idée que D'accord. des gens pas bons exécuteront mal une très bonne idée. Ok. Et il y a un truc qu'on oublie beaucoup et qu'il y a plein de fonds d'investissement en fait qui font pas en France aujourd'hui, c'est qu'ils vont pas aller chercher la sortie sur des boîtes qui n'ont pas cartonné de chez cartonné. Alors que nous, chez Anaxago, quoi qu'il arrive, l'idée c'est de suivre la boîte jusqu'au bout. Et même si tu fais pas un x14, un x20, on va chercher une sortie. Parce que notre rôle, c'est pas juste de faire investir les gens, c'est de suivre l'investissement et de le sortir. Les exits, c'est rare hein, dans le secteur par rapport à d'autres pays. En France, c'est rare. Bah, c'est rare. Aujourd'hui, quand tu vois les valos, parfois, et tu dis au type, en fait, là, vous êtes en seed sur une valo de dingue, il faudrait que vous vendiez 50 millions pour qu'on ait l'espoir de faire au petit x2. Des boîtes qui se vendent 50 millions, aujourd'hui, t'en as pas 14 quoi, par an. Et nous, ce truc d'aller chercher la sortie, que ce soit auprès des dirigeants de l'entreprise qui peuvent racheter les investisseurs, que ce soit auprès d'un industriel ou même d'un concurrent, ça peut se faire. En fait, ça fait que le portefeuille est dans le vert. Parce que tu te bats jusqu'au bout pour aller chercher la sortie. Et en fait, même si la boîte, c'est pas devenu un Criteo, peut-être qu'elle mérite quand même d'avoir son petit succès, quoi. Qu'est-ce que tu créerais Ouais. comme entreprise si tu devais en créer une nouvelle aujourd'hui? Ah, si je devais en créer une nouvelle aujourd'hui, je créerais un truc non régulé. Toi, t'aimes bien les trucs un peu grey zone, quoi. Non, mais pas non régulé, mais un truc avec peut-être moins de contraintes réglementaires. Parce qu'il y a quand même, des gros sujets de ce côté-là. Ça suppose, ça touche tous les services. Hein. Moi, je fais de la communication. Faut être faut être très attentif. En vrai, je disais ça il y a 4-5 ans quand vraiment il fallait encore c'était un peu plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, la boîte va avoir 10 ans dans un an. Et j'ai plus le sentiment qu'on a créé un truc cool avec lequel on va pouvoir commencer à s'amuser. Commencer à s'amuser. Ouais. D'accord. Ouais, commencer à faire un truc vraiment bien. Waouh. Ouais. Ok. Parce que ce qu'on a fait, c'est top. C'est hyper intéressant. On a appris plein de trucs. Nous, on fait partie des fintech très peu fundés, hein, parce que 2 millions Mais oui. 100... voilà. T'as levé que 2 millions. Ouais. Donc tu t'es pas dilué. Non. C'est beau. La boîte est rentable depuis l'année 1. Ouais. Alors nous, on a fait du contrôle de la compta et du contrôle de gestion à Dauphine. Surtout C'est quoi? Joachim. Je connais pas ce mot. Rang. La- Comment tu dis? Tu sais le bilan équilibré?
Le truc en bas, là, Ouais, les comptes en T. en et bas puis de l'Excel, oui, et puis c'est rentable ça. Ouais. pour une start-up. Bon, ça en est plus une, mais t'es rentable dès l'année. Ouais, dès la première année, dès le premier Ok. exercice. Waouh. Hyper important. Je sais pas pourquoi, on s'est dit que c'était hyper important quand t'as une boîte dans la finance qui gère l'épargne des gens. Je sais pas, pour nous, c'était essentiel que la boîte soit rentable, quoi. On le répète souvent aux gens avec qui on bosse, qui traitent directement avec les clients. Tous ces sous, c'est l'épargne d'une vie. Hein. Faut faire gaffe, quoi. Alors, Ouais. il y aura de la casse. Il y en a eu, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu parler d'un très beau geste de votre part où il y a eu de la casse sur un projet et vous avez plus ou moins remboursé ou rattrapé le projet avec vos propres fonds Alors, on a repris les chantiers. On est devenu promoteur. parce que le promoteur avait fait faillite. Ouais, le promoteur a fait faillite. On avait investi dans 4 chantiers. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'était pas les seuls. Hein. Il y avait pas mal de monde qui avait investi dans ces trucs-là. Et en fait, on a trouvé une avocate féroce, belle et féroce, Wow. qui s'est battue à nos côtés pour qu'on puisse récupérer les chantiers. Donc oui, on a mis une partie de nos fonds propres pour acheter les chantiers. On les a terminés. C'est beau. Ouais, on en a pris 2 sur 4, les 2 qui étaient viables. On les a terminés. Et là, on est en train donc, de rembourser les investisseurs des 4 chantiers. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Non, Parce que ça présente des risques, un investissement. Tu peux très bien dire, prenez votre paume. ouais, tout à fait. Je pense que tu peux le dire. Ouais. Nous, c'est pas dans notre ADN. Est-ce que le Vatican vous a appelé pour que tu sois canonisé suite à ça? C'est un peu difficile parce que voilà, C'est un on sujet est, d'argent, donc, voilà, et puis bon, il y avait différentes religions au sein de C'est après la l'entreprise. mort. Je crois que non, c'est une fois décédé, tu pourras être canonisé. Peut-être que je serai la première personne à être canonisée avant ça. De ton vivant, parce que tu as rattrapé une opération de promotion immobilière en crowdfunding IMO. Ouais. Ok. Et bah, mine de rien, tu vois, ça montre à ton client que t'es pas juste un investisseur, t'es là pour protéger son argent au maximum. On pourra pas le faire à chaque fois, objectivement. Il y aura des moments où ça se passera moins bien, mais tant qu'on n'a pas tout essayé, Ok. on laisse pas tomber. Ok. Et pour se remettre du point de vue du client qui Ouais. va chez Anaxago, parce qu'on s'est mis côté Anaxago, mais Mm. même moi, hein, qui est potentiellement, je sais pas, 10 000 euros d'épargne disponible, quel est l'intérêt pour moi d'aller chez toi plutôt qu'ailleurs, en fait? Parce que chez moi, en fait, t'as accès à des produits auxquels t'as pas accès ailleurs. Ok. Alors, il y a d'autres plateformes qui proposent des trucs top. Hein. Je sais que tu as reçu Baltis qui fait des trucs canons. Mais en fait, l'avantage d'investir sur des plateformes en direct, c'est que tu as accès à ce qu'on appelle des club deals, Ouais. dans l'immobilier notamment ou dans les startups. Je ne sais pas comment tu peux avoir accès à ça. Pour les startups, à moins dans un réseau de business angel, et je pense que c'est un peu moribond comme mouvement aujourd'hui. J'ai vu qu'il y en avait un très cool qui s'était lancé il n'y a pas très longtemps, mais pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Investir dans le non-coté dans l'immobilier, t'as pas une banque qui te propose ça. D'accord. Et tu as très peu de conseillers en gestion de patrimoine qui ont accès à cette classe d'actifs Ouais, t'as raison. également. Ouais. Et donc, de la même manière que toi, tu facilites l'investissement locatif sans se prendre la tête, moi, si un mec il devait acheter un immeuble ou construire des logements tout seul, ce serait l'enfer. Ouais, bien sûr. Et en fait, je pense à des clients qui peuvent pas aller chez Mastéos parce ils sont freelance et ils n'ont pas Ouais. de capacité d'emprunt, mais ils ont du cash. Mm. Typiquement, le graphiste qu'on paye une blinde mais qui peut pas emprunter, Ouais, il va chez toi du coup. Entre autres. Enfin, je veux dire, tu peux récupérer cette partie-là. entre autres, ouais. Entre autres, les gens qui ont une capacité d'endettement pas très importante peuvent chez moi investir parce que chez moi, il n'y a pas trop de sujets de dette, à part Ouais. sur certaines SCPI dans lesquelles tu peux investir à crédit. Ouais. Et encore, c'est devenu très très compliqué de Ouais. faire des dossiers SCPI Ouais. crédit. En fait, ouais, tu peux te dire, je place une partie de mon épargne Et ouais. sur des produits non Parce cotés. que la dette, elle est de ton côté, enfin du côté du promoteur. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que tu arrives à avoir des rendements si juicy à Ouais. 9-10%. Ouais. Pour un risque qui, selon toi, en risk-adjusted return, on est comment? Parce que je rappelle que le rendement et le risque sont totalement corrélés. Ouais. Donc quand tu vas chercher du 9-10%, il faut que tu te Ouais. poses la question, est-ce que je ne suis pas en train de me mettre à risque? Ouais. Et il peut y avoir des exceptions, et est-ce que ça en fait partie? Non, en fait, c'est le produit est risqué. Hein. Tu sors pas c'est du 9% en moyenne, donc en fait, tu as des projets un petit peu en dessous et tu as des projets qui servent du 12, sans qu'il n'y ait pas soit un risque administratif très fort parce qu'on est en attente d'un permis sur un très très gros actif et ça va déterminer la valeur in fine du bien, soit tu as un risque
Alors, le risque technique, je trouve, est moins important sur les opérations de marchand de biens qu'il ne l'était quand on faisait beaucoup de promotions, où tu arrivais à la date zéro de l'aménagement foncier. Et donc là, effectivement, avant d'arriver Faut se projeter, au truc ouais. fini, c'était un petit peu plus complexe. Après, tu as un risque financier. Tu vois, sur le promoteur qui a fait faillite, c'était intéressant parce qu'il avait, en fait, il avait intégré toute une partie de la chaîne de valeur au niveau de la production, c'est-à-dire qu'il produisait ses matériaux. Ouais, il faisait de l'ossature bois. Oh, d'accord. Voilà. Donc c'est hyper intéressant. Nous, on aime bien financer des trucs comme ça. Ok. Tu vois, en fait, chez Anaxago, on finance pas de trucs moches. On finance pas des trucs pourris. On va pas financer une résidence en Pinel à l'autre bout de Pétaouchnok où tout le monde va acheter 600 logements en même temps et les vendre en même temps. Ouais. Voilà. On finance des trucs qui sont... on n'est pas de passoire énergétique. Hein. Ok. On finance du beau. Du beau voilà. et du responsable. Et du responsable. Et on fait ça depuis le début. On le dit pas forcément, parce que pour nous, ça va de soi. Si notre génération le fait pas, qui va le faire. Ouais. Mais voilà. Et donc, tu vois, ce promoteur-là qui faisait ses propres matériaux, tu avais en fait un gros risque financier sur une usine qui employait, je crois, 100 personnes. Donc forcément compliqué de gérer les deux, quoi. Parce que toi, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas la partie opérationnelle. T'es vraiment, je dis pas que c'est un métier simple, mais le métier de promoteur ou de marchand de biens, il faut mettre les mains dans le cambouis. T'es sûr. Complètement. Toi, tu as l'avantage de pas avoir cette partie ops que moi j'ai, moi, qui est terrible. Ouais, t'as bien. Ah, mais c'est terrible. Moi, je sais pas comment tu fais. Hein. Ouais. La partie, parce que rien que nous, sur les chantiers qu'on a repris, quand tu avais des sujets, j'entendais la personne qui gérait ça chez nous de cuves d'ascenseur. Sérieux, on est en train de gérer des cuves d'ascenseur. Ok, tout va bien. Et d'ailleurs, à titre perso, tu as fait des investissements locatifs ? Ouais. Nous, on a démarré par de l'investissement locatif avant d'acheter notre résidence principale. Ah C'était quand ? C'était être en 2017. Ouais, parce qu'il te faut au moins 3 ans de bilan sur Anaxago, quoi. Voilà, ça devait être en 2017. Là, c'est mon conjoint qui avait investi. Ok, c'était quoi ? C'était un studio dans le Marais, rue de Turenne. Ok. Voilà. Très risqué comme projet. Ouais, et puis pas acheté hyper bien. Enfin, tu vois, bien, mais c'était pas non plus pas cher. Et donc nous, je te disais tout à l'heure, on est assez organisé. Lui, source, trouve le financement, achète. Maintenant, on achète à deux. Et moi, je m'occupe de la mise en location et si besoin, de la revente. D'accord. À un investisseur ou un particulier. Là, j'avais pas mis en lot. Enfin, je me suis pas occupée de la location, je me suis occupée de la revente. Et effectivement, on a signé en février 2020. Wow. Tout en haut de la. Je crois que ça a encore pris un peu depuis, mais. Ouais. C'est un très beau coup. Tu vois, voilà. Je me suis fait un peu plus peur sur le truc qu'on avait acheté en 2019, qui était un truc sublime, un loft dans le 10e arrondissement. Ouais. Il faisait 320 mètres carrés, qu'on a rénové en bureau. Et en fait, on l'avait gardé un peu vide premier semestre 2020 en se disant on va le louer pour de l'événementiel. Vraiment un truc mais sublime. Enfin, décorer une piscine intérieure. Oh là. Ouais. Très drôle, enfin, franchement, rigolo. Puis des lumières bleues, jaunes, vertes dans le couloir, tu vois. Marrant. Et en fait, je me rends compte en mai 2020 qu'il n'y a plus trop de sous sur le compte du crédit et qu'on va commencer à payer nos échéances. Ouais. Et là, on me dit, bah ouais, faut qu'on ait un locataire là avant le 30 juin, en fait. Ouais, et tu l'as trouvé ? Ouais. En période Covid, quasiment ? Ouais, on sortait de confinement. D'accord. Donc, louer des bureaux... voilà. Bravo, mais c'est pas très aventurier comme projet. C'est pas l'immeuble à Roubaix. T'as fait des trucs un peu risqués, un peu déglingue. En dehors de Paris intramuros, arrondissement à un chiffre. Non, alors moi j'ai grandi à Limoges, donc j'ai très longtemps regardé pour investir, parce que je me rappelle une fois j'ai regardé sur le Bon Coin, tu pouvais acheter un petit immeuble pour 45 000 euros. Ouais. C'était en 2000 ? C'était en 2016. Ouais. C'était en 2016. Wow. Et je me rappelle, c'était un tout petit immeuble rue de la Boucherie en plein centre de Limoges. Ouais. Et je m'étais vraiment tâtée, tu vois, pour acheter ça, parce que la renta était sympa. Moi, il y a ma maman sur place qui peut gérer si besoin. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'on a fait d'autres choix. D'accord. Donc, tu es plutôt patrimonial dans tes choix d'investissement locatif. Ouais. Nous, on a acheté nos bureaux aussi.
Et voilà, et puis après, j'ai eu l'occasion d'acheter ma résidence principale, donc je l'ai fait. D'accord, maintenant tu es parisienne. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des prochaines étapes pour Anaxago? Ça va Bien sûr. ressembler à quoi le Anaxago de 2025? Le Anaxago de 2025, c'est vraiment... alors pour moi, hein, c'est mon ambition et un peu mon rêve. T'es dans une alternative complète à la banque privée. Aujourd'hui, je pense que ce qui fait que tu as encore des gens qui stickent en banque privée, c'est la ligne de crédit. Possibilité d'avoir un crédit hyper patrimonial. C'est Ouais. quoi ces lignes de crédit pour les riches? C'est des... rapide. Ah bah c'est... Tu nantis une partie et tu as une ligne. ouais, en fait, tu c'est-à-dire tires que tu as besoin de dessus. 200 000 euros pour sécuriser un bien là demain. Maintenant, tu D'accord. demandes 200 000 euros. Quoi. Ok. Donc c'est hyper... Enfin, c'est un vrai avantage. En revanche, nous, on peut pas. Hein, on n'est pas établissement de crédit. Ouais. Donc vraiment, pour moi, c'est Anaxago en 2025, c'est la néobanque privée. J'ai pas trop le droit de dire néobanque, je crois que ça plaît pas trop aux régulateurs. Ouais, mais tu t'en fiches de ça, historiquement. Non, je travaille main dans la main avec le régulateur. Et donc, tu as accès à... Tu deviens, en fait, Anaxago devient le one-stop shop de l'investissement alternatif. Avec des produits rémunérateurs, des produits qui font du sens. Parce que maintenant, il faut le dire, quand tu fais de l'ESG, nous, on l'a jamais dit, mais pour nous, ça tombe sous le sens. Ouais. T'as pas besoin de l'écrire en énorme et faire du marketing dessus, ce qui désenchante un peu le... Ouais. Alors, on va être obligé de le faire parce qu'il faut le dire. Ouais. D'ailleurs, je réfléchis à une manière de le dire sans le dire. Je n'ai pas encore craqué le truc. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, à quoi tu viens sur Anaxago, quel que soit ton âge, quels que soient tes besoins. Alors, t'es jeune, t'as besoin de constituer ton portefeuille. T'as 40 ans, t'as déjà un portefeuille un peu constitué, tu veux diversifier. T'as 60 ans, il faut que tu organises ta succession et t'as envie de placer un petit peu. Quel que soit ton profil, tu as le conseiller pour ça chez Anaxago et tu as les produits pour ça. Ouais, j'ai vu sur le site, c'est bien fait. Il y a un simulateur, hein, tu peux suivre un parcours. C'est hyper intuitif où tu donnes tes problématiques et ils te conseillent automatiquement le meilleur projet. Ouais, ça va faire plaisir à la tech, ça, parce que Ouais. ils ont pas mal bossé là-dessus, le produit. Et voilà, et donc aujourd'hui, 9000 clients, tu vois, c'est. Je crois que nos clients, c'est à peu près 9 milliards de patrimoine. Oula! Alors, Barclays France, donc, qui était une petite banque privée, c'était à peu près 11 milliards, 12 milliards de patrimoine de leurs clients. Donc, tu vois, ça va vite en fait. Ouais, ça va très vite. Ça va vite. Tu vas dépasser Barclays France. C'est qui le prochain en ligne de mire? C'est qui ton gros concurrent? Par exemple, moi, ça va être Century 21 qui fait du locatif, alors que je pense pas qu'il soit pertinent sur ce marché. Toi, c'est qui ton Century 21? Moi, c'est vraiment... Moi, t'as deux types de concurrents. Il y a vraiment le conseiller en gestion de patrimoine. Ouais. C'est incroyable. Ils sont hyper forts. Hein. Les Ouais. gros cabs de conseiller en gestion de patrimoine, ils ont une clientèle captive à qui, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne vendent que des appartements. En Pinel. Voilà. Donc nous, on essaye de travailler un peu avec eux en disant, en fait, il y a d'autres classes d'actifs qui pourraient être intéressantes pour vos clients, qui pourraient faire aussi... Enfin, qui est une stickiness aussi du client de votre côté. Ils s'en fichent, en fait. Les clients sont très fidèles, très loyaux. Et puis, en fait, t'as les petites banques privées. T'as Indosuez Private Banking, chez qui moi j'ai fait une partie de mon apprentissage. Ouais. T'as la Banque Transatlantique, ce genre de structure. D'accord, c'est eux que tu concurrences. Ok. J'essaye. Ok. Si tu devais postuler à un job au sein de ta boîte, ça serait lequel? Le mien. Ouais, sauf le tien. Sauf le mien. Je pense que je postulerai au Customer Success. Ok. Parce que t'es sympa? Non, parce que en fait, j'adore parler avec les clients, que c'est un truc que j'ai pas trop eu le temps de mettre en place, un vrai programme de Customer Success, au-delà de répondre à leurs questions, de satisfaire un mec pas content. Tu vois, y a rien de meilleur, franchement, qu'un type pas content à qui tu trouves une solution à son problème et qui finit par dire franchement trop bien. Si tu gagnais 10 000 euros en grattant un ticket dans un bar PMU, comme j'imagine que tu es une grande consommatrice de ce genre de produits, si en allant en PMU tu gagnes 10 000 euros, tu les investis où? Imagine qu'Anaxago n'existe pas. Où est-ce que je les investis? Je pense 10 000 euros, je monte une petite boîte. Hein. Ah bon? Ouais. Avec 10 000 euros? Ouais. Je trouve un truc. J'achète un petit stock de trucs tendance à vendre, tu vois, genre des bandanas. Je monte un site web avec Squarespace ou Simplébo. Je fais un peu de com et je tente. Tu vois, là, vraiment, je t'aurais répondu tac au tac. Je pensais que je t'aurais dit un sac à main. Ouais. Ou peut-être un voyage avec mes enfants, mais c'est pas un investissement. Mais non, je pense que je monte une boîte.
Un sac à main peut être un investissement. Hein. Oui. T'as vraiment là, cette fibre entrepreneuriale qui t'anime. Ouais. T'aimes tel le nous d'Anaxagore. Mais tu vois, je pensais pas. Moi, mes associés m'ont vraiment convaincu de les rejoindre. Ils ont créé, ils étaient 2, ils voulaient monter une boîte et ils ont créé une équipe de 4, ils ont rassemblé 4 personnes en plus autour d'eux. Je suis la seule à être restée des 4. Et donc on a monté la boîte à 6 tous ensemble. Et vraiment, enfin moi je pensais que je bosserais dans une grosse boîte, tu vois, enfin j'avais fait Dauphine, une école de commerce, je pensais vraiment que mon avenir c'était le CDI. Et en fait je crois que j'adore entreprendre et je reviendrai jamais en arrière. Tu prêches un converti. Ouais. Un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Essayez de profiter des premières années. Profiter. De profiter des premières années où tu as une petite équipe, des premiers mois, premières années, parce que vous êtes allé hyper vite, nous ça a été beaucoup plus incrémental. Moi j'ai pas assez profité des premières années parce que je m'angoissais beaucoup, j'avais du mal à me projeter dans l'avenir, je me disais mais on n'y arrivera jamais, là on est 3 dans un studio, comment ça va se passer, alors qu'en fait c'était les meilleurs moments, quoi. C'était ultra excitant. Et je pense qu'il faut savoir les savourer, ces moments-là. Très inspirant, merci. On conclura sur la philosophie d'Anaxagore qui préfigure Lavoisier en disant « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». On continue à te transformer, toi et Anaxago, et à bientôt. À bientôt. Salut à tous, merci d'avoir écouté ce 2e épisode de la saison 2 de l'État des lieux. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt, ciao.